euh, en ce jour du 20 juin. J'y pensais tout à l'heure, ça m'est revenu à l'esprit puisque ce n'est pas moi qui l'ai inventé, l'écume des jours. Donc ça a déjà été utilisé, donc mais ça exprime quelque chose de bien précis. Ça m'est venu de façon, j'allais dire, spontanée, comme ça. Donc c'est venu au bon moment, enfin. Donc l'écume des jours, c'est un peu, quelquefois, c'est peut-être pas si parlant que ça. Il y a l'écume, mais il y a aussi le reste. L'écume, c'est ce qu'il y a à la surface. Donc on écume, on enlève un peu des choses qui arrivent à la surface. Donc finalement, l'écume, c'est pas ce qu'il y a de plus, j'allais dire, de plus important, même si ça peut nous indiquer, nous donner des indications. Un peu, l'écume, c'est peut-être, je sais pas, c'est lié aux vagues, à la mer. Sans l'écume, il n'y a pas de vague presque. C'est un peu quelque chose. Et un peu, dans la réalité, il y a aussi ce qui transparaît et ce qui reste sous-jacent, juste sous la surface des choses. Donc l'écume des jours, c'est pas tellement, en fait, c'est pas mon propos à moi, puisque j'essaie d'aller un peu, je précise bien, au fond des choses. C'est vrai qu'il y a des choses, il y a toujours une hiérarchie, ça on ne peut pas échapper. Il y a des choses cruciales, déterminantes, impactantes, principales, tout ce qu'on veut. Mais après, il y a toujours une déclinaison, les choses secondaires, les choses tertiaires, les choses tertiaires à moitié, tertiaires un quart, et etc. C'est quelque chose, c'est une sorte de dégradé à l'infini. Après, ça peut toujours se renverser, les choses qui étaient considérées comme inessentielles deviennent essentielles, un peu comme cette chose que j'ai réentendue hier, qu'on dit les premiers seront les derniers, ainsi ceux qui ont été en bas de l'échelle le jour J, le grand jour, ils pourront peut-être, ce n'est pas garanti de toutes les façons, mais c'est une promesse ou c'est une éventualité que les derniers soient les premiers, comme par une sorte de renversement des situations, parce que, évidemment, on devine par là que c'est parce qu'ils le méritent, évidemment. Il peut pas y avoir, on ne peut pas atteindre quelque chose sans le mériter. Donc ceux qui souffrent dans ce monde, ceux qui sont piétinés, le jour ils recevront peut-être une sorte de justice leur sera rendue le jour du jugement dernier. Donc finalement, voilà. Donc malheureusement, je ne peux pas m'installer dans un développement en rapport avec l'écume des jours. Mais en fait, l'écume des jours, ça pouvait faire penser aux choses que j'entends, dont j'entends parler, et que je récupère, puisque s'il n'y avait pas cette mention de ces choses-là, elles ne me seraient pas peut-être venues à l'esprit en ce jour. Pourrait dire, je ne sais pas, à la place de l'écume, on pourrait dire le résultat du jour, l'accumulation des jours, la production du jour, mais c'est pas très, ça fait pas très poétique. La production du jour, ça fait pas
l'accumulation des jours, ça fait pas non plus très, comment dire, ça donne pas envie. Tandis que l'écume des jours, ça fait, c'est un peu, comment dire, c'est un peu esthétisant, c'est un peu joliment dit. Et après, sans particulièrement savoir en quoi consiste un écume, le titre nous emporte quand même. Le titre, nous adhérons au titre. Et donc, voilà, l'écume du jour, ou le résultat du jour, ou de la matinée, si je puis dire, c'est cette question, puisqu'il s'agit de la question, tout tourne autour d'une question. Bah, après, évidemment, selon préalable, peut-être que la question va se perdre, etc. Mais c'est pas le plus important. La question de la communauté ou du communautarisme, de cette histoire-là, comment faire pour ne pas s'inscrire de façon perpétuelle, de façon continue dans un communautarisme ou un autre. Alors, communautarisme, c'est pas quelque chose d'effectif, c'est pas quelque chose de physique. Ça peut être de l'ordre un peu du symbolique ou un peu une sorte de lien un peu éthéré, un peu, c'est pas très substantiel, mais ça n'en demeure pas moins présent. C'est présent. Quand j'entends parler ce matin, donc, il y a quelqu'un qui porte le prénom de Souad. Souad, c'est revenu dans mon esprit. Il y a quelques jours, je suis tombé sur un profil sur Internet et ce profil portait ce prénom. Et puis voilà que le Souad revient un peu accolé à un nom et à une fonction assez importante dans l'administration française. Voilà donc une Souad ce matin, et puis une Souad après, donc en milieu de journée, toujours sur la radio que vous connaissez, et cette Souad-là, c'est une assistante à la réalisatrice ou au réalisateur. J'imagine que c'est quelqu'un qui peut être stagiaire, en tout cas ça n'a pas été mentionné, quelqu'un qui rencontre des noms à consonance comme ça, à consonance exogène, si je puis dire. Et il peut se dire, tiens, il peut se dire, finalement, il y a un processus de banalisation, de normalisation, d'intégration, mais je dirais normalisation, puisque il y a des gens qui vivent quelque part, il est bien normal qu'à un moment donné, un certain nombre d'entre eux qui ont des prénoms et des noms à eux, pas à eux, arrive que finalement, qu'est-ce que ça a plus à apporter un nom qui serait Dupuis, mais pas plus commun que Dupuis ou Martin. Ça apporte rien, on peut dire c'est un nom français, mais alors ça indique quoi? Ça n'ajoute rien. Alors on pourrait très bien accepter un autre nom. Qu'est-ce que ça enlève l'identité de ce coin? Puisque finalement, Dupuis, partout il y a Dupuis, il y a des puits. On pourrait trouver, oui, partout, dans toutes les langues, dans toutes les régions du monde, il y a des gens qui habitent près d'un puits. Il y en a eu tout le long de l'histoire. Et puis, du pont, il y a toujours des ponts, là où il y a besoin d'en faire. Et puis, du pré, bien sûr, du pré. Et puis, du cellier, et puis, du hameau. Toujours, il n'y a pas de quoi, je veux dire, donner une qualité particulière à ce genre de nom, puisque finalement, ils n'ont pas
pas plus d'intérêt que d'autres. Un nom commun, c'est quelque chose qui était censé répondre à une sorte de besoin, j'allais dire besoin social ou administratif, et c'est tout. Donc, on ne va pas demander aux gens justement de changer leur nom de famille pour s'adapter au territoire au nouveau territoire qu'ils habitent. Non, il n'y a pas besoin là aussi. Et donc, quand on entend un prénom et un nom, il peut y avoir le prénom à consonance exogène et puis le nom qui lui a consonance locale. Okay. Voilà, où quelque part le mot local est un mot vraiment qui doit demander une certaine vigilance. Hein. Quand on parle du localisme, on n'est pas loin du local et du localisme, on n'est pas loin du nationalisme le plus, j'allais dire, le plus basique, le plus terre à terre, le plus, on pourrait très bien, le localisme, puisque ça devient une idéologie, et donc le localisme, on pourrait très bien dire, oui, à un moment, embauchons les gens qui sont sur notre territoire, privilégions d'abord la main-d'œuvre de notre territoire, privilégions les entreprises, privilégions, etc., etc. Bien sûr, alors qu'un territoire, il est ouvert à tout le monde. La mobilité, etc., tout ce qu'on sait, ça concerne tout le monde. Il n'y a pas à privilégier. Mais donc, ça peut déraper. Ça peut facilement déraper puisque ça a le dérapage en potentiel. Il suffit de peu pour que ça dérape et que ça aboutisse sur des choses totalement inacceptables. Il faut faire attention à ce qu'on prêche parce que quelquefois on ne s'en rend pas compte. On peut être animé, comme je l'ai déjà dit, de bonnes intentions, mais finalement, on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et c'est cela, ça peut être... et donc, dans cette volonté de certains de localiser, c'est-à-dire de faire en sorte de donner des noms à des gens pour les repeindre à la couleur locale. Vous voulez être d'un territoire, vous devez tout changer. On va vous trouver une liste de noms, une liste de prénoms, et vous allez choisir parmi cette liste, et évidemment, voilà un peu, c'est local. C'est comme ça, c'est les prénoms et les noms les plus utilisés, et donc on vous encourage de façon assez, je veux dire, assez forte à le faire. Et on pourrait aussi peut-être vous promettre quelque chose, je ne sais pas, un petit privilège, une petite cérémonie, je ne sais pas, une cérémonie d'intégration, voilà, à la mairie, des choses comme ça. Pour vous remercier, pour vous signifier que vous êtes devenu un citoyen à part entière, que vous n'avez plus cette chose un peu bizarre qui revient toujours dès que vous dites votre nom et votre prénom. Donc il peut y avoir un prénom consonance, voilà, et puis le nom de famille, lui, il peut être autre. Alors j'ai entendu, donc Souad Adara, si j'ai bien bonne mémoire. Donc Adara, ça, je sais pas, ça fait pas non plus très local, mais bon. Et Souad, c'est un prénom, en fait finalement très ancien, et surtout qu'on peut décliner, il est déclinable. Sadia, Saïda, il est déclinable, mais surtout c'est
quelque part un des prénoms les plus sympas, parce que c'est comme si on souhaitait à la personne d'être en permanence heureuse quelque part, une sorte de heureuse en permanence, ou quelqu'un qui pourrait, je sais pas, comment on pourrait traduire cela, touché par la grâce, protégé par la providence, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Donc, dans cette parole qui évidemment, elle a cette particularité d'être comme elle se déroule actuellement, un peu, voilà, elle est comme ça. Je ne la juge pas. Cette parole est comme ça, et donc, chaque fois qu'on entend cette chose-là, il y a eu à un moment donné une certaine tendance à se sentir un peu gratifié, même indirectement. Il y avait un sentiment, je ne sais pas. Et puis ce sentiment, non, je ne peux pas dire de fierté, mais ce sentiment a décliné. Avant, c'était totalement impossible d'entendre un nom à consonance étrangère dans un emploi valorisant. C'est pour ça que je parlais de normalisation. Les choses sont en train de devenir normales. Et évidemment, le destin des individus est divers. On va trouver une personne dans le domaine audiovisuel, une autre dans le domaine des sciences de la Terre, etc., etc. Il ne va pas y avoir une spécialisation. Comme avant, c'était dans le bâtiment, les métiers pénibles, l'agriculture, le nettoyage. C'était l'automobile, voilà. Là, on était sûr de tomber sur des noms et des prénoms à consonance étrangère, exogène. Là, évidemment, les noms ou les prénoms à consonance étrangère tendent un peu à couvrir l'ensemble du champ économique et social. Et pourquoi pas? Seulement, moi je me rappelle évidemment aujourd'hui avec le travail continu et particulièrement, j'allais dire redoutable et particulièrement comment dire, c'est des gens, il y a des gens dans la principale occupation et d'aller un peu d'être une sorte de vigie, mais animée de mauvaises intentions, une vigie qui cherche plutôt qui ne protège pas, mais qui veut plutôt, je ne sais pas quel rôle veut jouer cette vigie, mais en tout cas, ce n'est pas... voilà, donc les gens, à un moment, je me rappelle quelqu'un qui était venu d'Afrique du Nord et qui a changé, qui a francisé son nom, et francisé, enfin en tout cas, il a transformé. Et malgré tout, cette frange de la militance xénophobe a tenu à rappeler son nom. Et en fait, le problème, c'est que cette frange de la militance tient à ce qu'en fait, les gens exogènes ne changent pas. Elle veut les garder comme ils sont. Parce que comme ça, ils sont faciles à identifier. Pour le cas, on chercherait peut-être, je ne sais pas, à les étoiliser. Peut-être à leur faire subir un quelconque sort un peu apocalyptique. Donc il faut... Alors comme ça, on n'aura pas besoin. Vous voyez, celui-là, c'est une sorte de... Comme on disait pour les chiites, on disait, c'est une sorte de clandestin, c'est une sorte de cachet.
il est caché. Un chiite, parce qu'il est dans une situation de grand danger, donc il va un peu comme ceux qui étaient les maranes, etc., en Espagne, qui étaient devenus catholiques, mais qui maintenaient une pratique, j'allais dire, qui continue de respecter les préceptes de la religion hébraïque, malgré le fait, ou musulmane, peu importe, malgré le fait que extérieurement, ils faisaient comme tout le monde, ils étaient catholiques, et donc, finalement, comment dire, celui qui en fait, il y a donc les chiites, donc en fait, c'est avancé caché, c'est déjà donné, c'est un peu suspect. C'est suspect. Pourquoi cette personne a changé ou a transformé, a changé son prénom et a transformé son nom de famille? Qu'est-ce qu'elle veut cacher? A-t-elle peur de quelque chose ou est-elle plutôt dans une sorte de démarche un peu malveillante? Cette personne n'est pas nette. Il faut la surveiller, il faut la garder sous surveillance. Donc c'est pour ça que cette militance-là, voilà, fait un travail de bénédictin, vraiment, voilà, quelque chose de qu'on ne peut que quelque part que regarder avec une sorte de... Mais ces gens-là, ils font quoi? Ce sont des guerriers de la... Ce sont les guerriers de la nation. Ce sont quoi? Ce sont les chevaliers qui vouent leur vie, ou j'en sais rien. C'est quoi ces gens? Ils se préparent à quoi? Est-ce que c'est les nouveaux conquérants qui vont libérer le tombeau du Christ, ou je sais pas, il y a quelque chose qui... c'est les nouveaux croisés qui sont prêts à sacrifier tout pour quelque chose qu'ils considèrent comme l'acte le plus sacré. Il y a quelque chose qui est vraiment... Alors on surveille tout. Alors on surveille le localisme pour qu'il ne dévie pas, pour qu'il ne va pas trop loin. On surveille ceux qui surveillent les exogènes devenus endogènes. Alors et puis il faut surveiller. Chacun surveille l'autre, et parce que personne ne fait confiance à personne dans ce sens-là. Et je me rappelle, je voulais quand même en parler de cette personne, dont je ne sais si elle est encore en vie ou pas, et qui avait comme ça une sorte, j'ai assisté au moins une fois, donc et je peux dire aujourd'hui c'est comme une sorte de gymnastique, comme une sorte d'exercice sportif qu'elle faisait. Il y avait une sorte d'excès, comme si elle avait l'habitude de faire cela, et elle en tirait évidemment une certaine réjouissance. Juif. Pourtant c'était quelqu'un d'exogène. Et lui c'était dans les années 80. Il regardait. Voilà, juif. Évidemment c'était la télé française. Mais ce que fait la militance xénophobe, c'est là aussi. Elle fait cela. Donc pour elle, il y a aussi un champ d'investigation dans cet espace-là. En fait, elle travaille sur plusieurs plans. Elle surveille ceux qui viennent d'une région, et puis elle surveille les adeptes d'une tradition. Mais, même si là aussi, certains ne sont plus distinguables par leur nom et par leur prénom. Parce qu'il, je ne sais pas, quelqu'un qui est d'origine juive, qui porte le nom de Marc, pas évident. Marc, puis je ne sais pas quel nom de famille je pourrais lui donner, mais en tout cas, pour imaginer, j'en ai déjà parlé, imaginez cette personne ou quelqu'un qui lui ressemble, mais qui ne serait pas évidemment un peu
Parce que les gens dans ce type de positionnement idéologique, un peu les ennemis qui peuvent se retrouver à un moment alliés dans le même combat. Oui, pourquoi pas. Contre la juiverie internationale, comme ils les appellent, ou mondiale, ou contre, évidemment, un peu contre le mondialisme, le cosmopolitisme, ces gens-là pourraient très bien, à un moment, se retrouver alliés. Ça a déjà eu lieu. Et quelque part, j'imagine quelqu'un qui fait un peu le même exercice et qui se met devant la télé et qui commence à regarder. Voilà, voyez ce prénom, ce nom, consonance, machin, et puis avant on avait ceux qui faisaient cela avaient la tâche un peu facile. C'était voilà un juif et un non-juif, un juif et un non-juif, c'était facile. Maintenant, voilà, on a un arabe, un africain, un asiatique, et puis je sais pas. Donc la tâche est un peu plus compliquée, la tâche de comment dire, de tri. Le grain de livret, en fait, finalement. Trier les bons, un peu comme en fait, finalement, on fait ce constat-là, et il y a toujours la question, mais pourquoi faire? Finalement, ces gens-là, ils font ce constat-là, ils sont dans cet exercice-là, mais est-ce qu'ils seraient prêts à basculer? Je ne sais pas, un jour comme ça, les choses changeant, est-ce que vous pourrez basculer, devenir membre d'une milice, devenir des délateurs, devenir des... Il est possible que ces gens-là... Donc voilà, il y a des éléments comme ça un peu épars dans cette histoire de la communautarisation. Et pour cette communautarisation dont je disais qu'elle était un peu insubstantielle, mais elle l'est. Parce que les gens, la question que les militants d'un certain bord politique ne prennent pas en compte, c'est que les gens ne forment pas communauté. C'est que cette communauté, elle est en train de... si elle n'a jamais existé, elle est en train de se s'effilocher et de façon... En fait, chacun fait son destin dans son coin. On peut faire l'expérience facilement, aller quelque part, voir les gens qu'il y a. On peut très bien prendre, par exemple, quelque chose qui aura un rapport avec l'Afrique du Nord ou avec le Moyen-Orient. Et puis on va voir quels sont les présents. Et finalement, il peut y avoir des présents qui sont souvent des sortes de vieux, un peu sorte de vestiges archéologiques d'une période passée. Car j'imagine la génération des jeunes qui ont des liens avec l'étranger, elle ne s'intéresse pas aux questions, j'allais dire, du débat politique dans les pays d'origine de leurs parents. Ils sont intéressés par autre chose. On ne va pas les voir là. Donc ce qu'on va voir, c'est ceux de la première génération et qui sont devenus des vieux, sont troisième âge. Et donc c'est pour ça que je dis vestige, sorte de présence-absence. C'est des gens qui vont mourir dans peu de temps et avec leur mort va s'arrêter. Un peu une tradition. Ouais, c'est une tradition. Mais avec ces gens-là, si on se met à leur parler, si on leur demande, par exemple, de se retrouver autour dans un lieu, par exemple, pour discuter, pour voir s'il y a moyen de se concerter pour une action, une autre, rien. La personne qui était censée être membre de votre communauté, elle n'a pas de réaction qui le prouverait. Vous pouvez vous adresser à quelqu'un, il vous dit qu'il ne veut pas de vous. Vous n'existez pas. Alors, et c'est là où l'idée d'une communauté est une idée
Bien sûr qu'il existe d'autres gens qui ont pour vision de la communauté autre chose. Il y a des gens qui ont gardé des liens en rapport avec leur langue, en rapport avec leur région, la région de leurs parents, ou peut-être en rapport peut-être avec quelques rites. Mais cela aussi, ça va disparaître. Comme je parlais tout à l'heure de couvrir le champ social économique, on pourrait dire, oui, couvrir le champ, un peu le territoire. Déjà, il y a un certain nombre de gens qui partent un peu dans le monde, qui partent pour le continent nord-américain, pour le continent sud-américain, pour le Moyen-Orient, pour toutes sortes de destinations qui quittent la France comme... c'est un mouvement normal. Il y a des gens qui trouvent à mieux s'employer ailleurs qu'en France et quittent. Et puis, le gens, je ne sais pas, quelqu'un qui part dans un pays où il n'y a pas de quoi garder ou faire continuer à exister une sorte de communauté. Je ne sais pas, est-ce que quand vous allez acheter du thé vert chez quelqu'un, est-ce que c'est parce que vous consommez du thé vert et de la menthe même, est-ce que c'est là qui fait communauté? Est-ce que c'est cela qui fait que vous pourrez continuer à vous considérer comme appartenant ou comme bi-appartenant? Non, c'est pas parce que vous faites quelque chose, vous faites par exemple, vous obéissez à des préceptes religieux, mais ça ne fait pas de vous un communautaire. Vous le faites un peu dans ce type de croyance, il y a une sorte de rapport un peu particulier. Il y a la crainte, c'est un peu le bâton et la carotte en même temps. Si vous ne faites pas ce qui est recommandé, vous pouvez être châtié pour cela. Et si vous le faites, vous allez être récompensé. Donc la personne, elle ne fait pas les choses par conviction, mais elle le fait grande partie. Il y a sûrement des gens qui font les choses parce qu'ils sont convaincus, je ne sais pas comment le dire, mais par crainte ou par sorte d'assurance. Je crains le jugement dernier, je crains l'enfer, donc d'une certaine façon, je fais ce qu'on me dit de faire, et puis voilà, je sais pas, et puis je m'habitue à le faire, puis ça devient, je sais pas, ça me coûte pas grand chose, quelques petits mouvements dans la journée. Puis bon, il y a le mois du jeûne, c'est vrai que c'est pénible, mais bon, c'est comme ça. Voilà quelque chose qui est particulier dans cette affaire-là. Alors la communauté, et même, vous voyez la communauté, comment les choses peuvent changer, et comment les choses peuvent être un peu, non pas versatiles, mais pas claires. Pas claires. Les choses sont souvent un peu ambiguës et ambivalentes. Quelqu'un qui était là, quelqu'un qui m'a permis d'avoir l'information à propos d'une sorte de moment passé avec quelqu'un qui a écrit un livre qui demande l'arrivée ou l'application de la laïcité dans un pays d'Afrique du Nord. Ouais. Bon, n'importe qui, tout le monde a le droit d'écrire ce qu'il veut, évidemment. Après, il faut... tout ce qu'on écrit n'est pas publiable. Il faut d'abord aussi convaincre, il faut qu'il y ait un style, il faut qu'il y ait une écriture, il faut... voilà. Donc il a appelé ça plaidoirie. Et déjà, ça va pas, mais bon, ça aurait pu être plaidoyer. On voit très bien que c'est pas quelqu'un qui vit en France. En France, on n'a jamais entendu parler d'un titre qui porte c'est plaidoyer. C'est pas plaidoirie, on n'est pas devant un tribunal. On s'adresse au public, on dit plaidoyer. On demande, on plaide pour quelque chose, on essaie de convaincre. Mais plaidoyer, on s'adresse à un tribunal, on s'adresse à un juge, à un jury, etc. Et on essaie de faire avancer une cause. Quand on est
soit qu'on est avocat de la défense ou avocat des parties civiles, peu importe. On essaye, on plaide pour quelqu'un. Quand on plaide pour quelque chose d'intellectuel, pour une cause politique, on n'est pas dans le plaidoyer, on est dans le plaidoyer. Enfin, c'est comme ça que je vois la différence entre les deux termes. Alors déjà, il y a un truc. Après, donc, quelqu'un qui, je me rappelle, qui m'avait repris parce que, je sais pas, moi j'ai toujours, j'en sais rien, moi ça me dérangeait pas. Ceux qui étaient contre l'application, contre la laïcisation, si je puis dire, de l'espace public et politique, etc., de la séparation, ceux qui disaient leur ennemi, c'était les laïcs, finalement. Les laïcs, mais ils les appelaient par un nom qui ne correspondait pas. D'abord, le mot laïque est évident, tout le monde le sait, le mot laïque a une étroite, est vraiment issu des fonctions de l'Église catholique et on reste toujours un peu. Ils n'ont pas choisi un nom comme ça ex nihilo. Ils ont pris le nom de personnel officiant qui n'est pas, qui ne fait pas partie du clergé, mais qui est quand même affecté au service de l'Église. Donc finalement, quand on dit laïque, je ne suis pas laïque, parce que je ne suis pas, je n'appartiens pas à l'Église, de près ou de loin. Je ne sais rien. Il y a au moment, il y a aussi des termes de rationaliste pour dire les choses. Ouais, à un moment donné, ça pouvait remplacer, encore que les gens qui se situent un peu, qui pourraient très bien se définir comme des incroyants. Il y a des gens qui pourraient se définir comme non intéressés par la religion, tout court, non intéressés, qui ne se déterminent ni comme croyants, ni comme incroyants, qui ne sont pas intéressés. Après, évidemment, dans les faits, dans la pratique, il y a toujours un problème, c'est comment faire en sorte d'alléger un peu la présence, de réduire la présence du religieux dans les affaires publiques. Mais ça, c'est une autre question. Après, il y a le religieux, mais il y a aussi la tradition qui peut être issue de la religion comme elle peut lui être un peu étrangère. Il peut y avoir une tradition qui n'a rien, qui n'a que peu de rapport avec la religion. Cette tradition-là peut être aussi une tradition oppressive. C'est pas... Il y a énormément de choses, j'allais dire, de lourdeur ou de processus, mais un rationnel, on va dire, un rationnel, c'est celui qui sait que son combat, si on peut l'appeler ainsi, est quelque chose qui se passe ou qui se passerait sur plusieurs générations, plusieurs siècles. On ne peut pas demander les choses et les vouloir pour l'instant même. Non, c'est le changement peut prendre beaucoup de temps. Évidemment, cela, comment dire, en quelqu'un qui m'avait repris, je ne sais plus comment, mais en tout cas qui m'avait critiqué parce que je sais pas, je devais défendre un peu la laïcité d'une façon ou d'une autre, et quelqu'un qui quand même dans une tradition religieuse qui s'inscrit dedans, qui s'en réclame, et pourtant c'est lui qui vient, je sais pas, c'est pas lui qui a invité la personne qui a écrit sur, qui plaide pour la laïcité en Afrique du Nord, mais en tout cas, sa présence pour moi, elle n'était pas légitime. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? C'est quelqu'un d'anti-laïque, c'est quelqu'un qui n'est pas... oui, il est pour une tradition, j'allais dire, il est quand même un peu dans le champ de la religion, même si cette tradition-là est combattue aujourd'hui par des gens qui ne l'acceptent pas, par des courants qui ne l'acceptent pas, évidemment,
je ne donne pas les détails parce que ce n'est pas important. En tout cas, moi je voulais parler de noms et des prénoms, et dans cette scène publique qui commence à être un peu encombrée, pour exagérer, qui commence à y avoir de la visibilité, et là c'est le terme de la visibilité ou de l'audibilité. On commence à entendre et on commence à voir. Et évidemment, la question n'est pas, comment dire, ça ne va pas se banaliser comme ça. Il peut y avoir des réactions comme, on pourrait citer la réaction de cette personne qui a dit à une autre personne qui lui a demandé qui a voulu la débaptiser sur le champ, immédiatement. Quelqu'un, est-ce que vous vous rendez compte, quelqu'un qui porte un prénom depuis, par exemple, 30 ans, et ce prénom, il lui colle à la peau, c'est son prénom. Et puis, il est intégré, je ne sais pas, même sur le plan administratif, il ne peut pas en changer comme il pourrait en avoir envie. Il faudrait qu'il passe par des étapes, il faut qu'il donne des raisons. Ne change pas de prénom ni de nom de famille comme ça. Il faut que ça corresponde à un besoin. Et puis, la personne, voilà, vous pourriez vous appeler ainsi. Il lui offre un prénom, voilà, comme ça. Ayant oublié dans l'affaire que lui, il porte un nom à consonance exogène, mais qui n'a rien à voir avec les noms, je ne sais pas, c'est pas un Martin, c'est pas un Duchemin. Voilà, un Duchemin, c'est bien un Duchemin. Et comme on pourrait de la haie, de la barrière, c'est des choses comme ça. Et finalement, voilà donc la chose. Donc ça va pas passer sans, j'allais dire, sans sorte de prise de, comment dire, sans controverse et sans bagarre. Il va y avoir de la bagarre. Les choses ne se banalisent pas facilement. Nous ne sommes pas très loin de l'époque où on a été chercher les origines, à remonter à je ne sais pas combien de générations pour aller chercher l'origine exogène des gens, pour les sortir de la communauté nationale et pour les annihiler. C'était ça. C'était dans le but de les annihiler. Donc il s'agissait de purifier le sang, la race, etc. Et il ne faut pas oublier, si les choses sont arrivées, se sont produites une seule fois, elles peuvent très bien se reproduire. Ce que les gens qui oublient l'intérêt de la communauté, je ne sais pas comment dire, la communauté peut ne pas être en contradiction avec une appartenance plus large. En quoi la communauté? Comme la communauté, la commune. Il n'y a pas plus indiqué pour gérer les affaires d'une commune que les gens de la commune. À un moment donné, à un certain échelon, bien sûr, il faut déléguer. Il faut déléguer. C'est là l'intérêt. On délègue à des gens. Donc on pourrait les appeler les communaux ou les communards qui se situent non pas dans un lieu géographique, mais dans un lieu symbolique, les communards, et on pourrait leur déléguer un peu la fonction de s'occuper d'une question qu'ils sont en capacité de maîtriser. Comment en fait former une communauté, mais cette communauté, elle doit avoir pour but de mieux servir la communauté nationale, de mieux faire le lien entre la communauté, entre les entre les membres un peu dispersés, de rassembler. Il n'y a pas pire que la dispersion,
Il n'y a pas pire que le fait de laisser les gens un peu aller dans toutes les directions, ce qui d'ailleurs peut nous conduire à ce que nous avons vu. C'est parce qu'il n'y a pas un discours rassembleur ou rassemblant, un discours comme ça qui tient compte que quelque part il reste quelque chose, un besoin. Il peut y avoir un vide et que ce vide peut être rempli par une proposition une proposition, je veux dire, d'une gravité sans commune mesure. Voilà. Bien sûr, il y a les choses ne se gagnent pas avec la bonne volonté. Il faut accepter le principe d'une sorte de bataille, sorte de conflit permanent. Un coup on gagne, un coup on perd, un coup on avance, un coup on recule, et c'est comme ça. Mais il faut être dans le champ social et le champ culturel et symbolique. Il ne faut pas quitter ces champs-là. Il ne faut pas être absent. Et voilà la chose que je voulais dire. Évidemment, ce sont des mots épars, mais comme on dit, la vérité est quelque part dans un mot ou dans une phrase. Il y a toujours, pour celui qui veut vraiment trouver la vérité, comme moi j'essaie de trouver la vérité à travers les mots, j'ai une idée comme ça au départ, et puis je me laisse un peu guider par les mots. Il se peut qu'à un moment donné, je fasse un détour, que je m'engage sur des chemins, j'allais dire de traverse ou peu importe, mais que finalement, j'ai une centralité, j'ai une idée de ce que je veux dire, et cette idée, heureusement, souvent, je ne la perds pas, je la garde en vue. L'idée, c'est que il faut pas avoir peur du mot communauté, il faut le remplacer peut-être par une de ses variances ou ses variables. Il faut, quand j'ai dit les communards, c'est bien la commune, c'est bien tout ça. La communauté, le commun, le communisme, pourquoi pas tout cela peut-être, je ne sais pas, ramener à quelque chose de très positif. Et puis le commun, un peu exclusif, peut devenir un commun inclusif. Et ça peut évoluer dans ce sens-là. Le fait d'avoir des gens dispersés, d'avoir des gens qu'on ne peut pas atteindre, parce qu'ils se cachent derrière un discours ou une position qu'ils se sentent un peu, qu'ils ont élaboré eux-mêmes à partir d'un certain nombre d'éléments qu'ils ont en maîtrise. Mais seulement ces gens-là, on ne peut pas faire d'une juxtaposition, on ne peut pas faire d'une série de discours individuels un discours collectif. Il faut bien que quelqu'un propose quelque chose comme ça, de bien accompli, de bien fini. Il propose un projet aux gens et aux gens d'adhérer à ce projet. Et ça ne marche pas, le fait de demander à chacun. Et finalement, quand on demande à chacun, il peut y avoir le risque que chacun un peu plaide pour sa paroisse et qu'enfin, il ne pense pas aux autres. Il faut qu'il y ait un projet élaboré. Après, les gens y adhèrent, on n'y adhère pas, mais il faut qu'il soit un projet transrégional. Quelquefois, on dit transclasse, transclassiste, transcatégoriel, je sais pas, transgénérationnel, transcommunautaire, tout ce qu'on veut, qui dépasse, qui va au-delà. Et les individus ne peuvent pas l'élaborer, ce projet. L'individu qui ne collabore pas, qui ne participe pas à une œuvre collective, il ne peut pas de lui-même comme ça élaborer. Bien sûr, nous pouvons peut-être nous appuyer sur les manifestes de Marx,
Marx n'était pas seul. Marx, bien sûr, s'appuyait sur une tradition. Marx, peut-être qu'il avait Engels, etc. Peut-être qu'il avait des gens. Pas dire que Marx avait un nègre, mais peut-être que Marx participait à des cercles. Il n'était pas isolé ni retiré du monde. Et en fait, ces diverses interactions avec le monde, c'est ça qui lui a permis d'élaborer sa pensée. C'est en allant puiser les matériaux de sa pensée chez les autres, soit en intégrant certaines choses, soit en les critiquant. Mais quelqu'un qui ne participe pas à quelque chose d'intellectuel ou autre, qui n'est pas dans le débat, qui n'est pas dans la controverse, qui n'est pas dans les choses, dans l'échange dur comment dire, dans l'échange confrontationnel, dans la position, la confrontation, dans le heurtement. Je te heurte avec mes pensées, je me fais heurter par les tiennes. Et il y a, en échange des coups, c'est pas facile un débat intellectuel et un débat philosophique, comme on disait à une certaine époque. C'est vision contre vision, c'est argument contre argument. Et à celui qui l'emporte sur l'autre. C'est vraiment et voilà comment on commence un propos en parlant de cette situation dans laquelle il y a comme ça il y a une situation qui est en train de se transformer. Cette situation aurait peut-être pu quelque part considérée à un moment donné comme intéressante, comme prometteuse. Elle apparaît comme, bien sûr, c'est bien. Elle a des aspects positifs, mais elle a aussi, elle confirme quelque chose qui est, je ne sais pas, quand El Khomri a été au ministère du Travail, peut-être, ou la personne qui a été au ministère de l'Éducation nationale, peut-être que son premier souci était d'évacuer tout ce qui pouvait faire penser à son origine exogène. Il aurait fallu, je n'en sais rien, en me disant, de toutes les façons, les gens me voient comme quelqu'un d'exogène. Alors autant utiliser cela. Alors peut-être, je ne sais pas, je pourrais plus insister sur la situation d'un certain nombre de gens qui ont une problématique particulière en rapport avec leur origine. Je travaillerai plus sur les discriminations, etc. etc. Pourquoi pas? Et puis, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, je me rappelle, évidemment, et tout le monde peut se le rappeler, que la militance xénophobe, etc., et d'autres avaient propagé l'idée qu'elle voulait privilégier l'arabe. C'était une erreur, mais compréhensible, mais une erreur tout de même. Une erreur parce que les gens ne connaissent pas la situation dont ils voudraient parler. Cette personne, cet ex-ministre, était originaire d'une région berbérophone. Et en plus, qui a un dialecte à elle, et qui a une identité à part. Vraiment, s'il y a une région qui est vraiment à part, c'est la région dont sont issus ses parents. Donc, cette région qui déteste l'arabe et qui n'a pas du tout pour vocation ou pour dessein ultime de promouvoir la langue arabe. Comment cette personne-là, et souvent l'affaire, elle est encore plus claire quand on sait que les gens originaires de cette région et qui vivent en Hollande, aux Pays-Bas par exemple, ils apprennent la langue
de leur région à leurs enfants, ce qui fait que leurs enfants ne parlent que le néerlandais et ne parlent pas, et le rifer, et ne parlent pas du tout l'arabe. S'ils reviennent au Maroc, ils ne comprendraient rien, puisque leurs parents ne leur apprennent que la langue, que ces deux langues-là. Et la langue arabe, elle est totalement ignorée. Et donc les gens qui disaient qu'elle voulait promouvoir, c'est que évidemment ils avaient 1000 fois tort. Et évidemment ils n'ont pas reconnu leur tort. Ils l'ont pas reconnu. Mais la langue arabe, c'est ça l'intérêt, comme on parlait à un moment de l'empire arabe de la France. La langue arabe, comme on dit, un moment où l'islam est aussi une religion, il faut un islam français, certains l'ont promu, je ne sais pas, ce qu'il voulait dire par là, ce n'est pas... Toujours, j'allais dire, on pourrait dire ces plumes un peu, ou ces personnes un peu qui se vendent, ces plumes, comment on pourrait dire, ce n'était pas la bonne position. Donc de dire oui, il faut, parce que fondamentalement, oui, bien entendu, quand on sait l'histoire du catholicisme et de ce roi anglais, je ne sais plus, Henri VIII, ou je ne sais plus comment il s'appelle, qui a créé la religion anglicane parce que il ne voulait pas, parce que Rome ne voulait pas lui céder sur un principe. Et on a eu comme ça des religions nationales, alors que le catholicisme est une religion universelle. Et que l'islam aussi est une religion universelle. On ne peut pas nationaliser. Bien sûr, c'est nationalisé. L'islam est nationalisé. Mais dans l'acceptation du terme lui-même, il n'y a pas de nation. La nation musulmane, elle est partout où il y a l'islam. Elle n'est pas comment dire, elle ne se limite pas à des frontières. C'est un principe ou c'est une idée première. Après, on peut toujours négocier, essayer de dire comment adapter, comment, etc. On peut toujours, mais de là à dire à l'autre, je vais te créer une religion nationale, bon, voilà. Et donc, je ne sais pas comment développer ça. En tout cas, l'idée c'était l'arabe, ce n'est pas une langue exogène, mais ça devrait être une langue nationale en France. D'ailleurs, l'arabe, pourquoi pas, on pourrait dire oui, pourquoi pas le chinois, pourquoi pas le coréen. Cependant, pourquoi pas évidemment, mais c'est des pays qui sont loin. Et ils ne partagent pas, comme, je ne sais pas, on pourrait dire, la langue arabe, c'est la langue de la Méditerranée aussi. C'est la Mare Nostrum, et donc finalement, autant le latin, il y a sa place, autant l'arabe aussi, il y a sa place. Mais l'arabe, il n'est pas, là aussi, l'arabe n'est pas national. Il n'appartient à personne. C'est parce qu'il n'appartient à personne, justement. Il appartient, la France peut se l'approprier. Mais l'intérêt, c'est pas... Et quand on veut, par exemple, lutter contre une langue qui a tendance à devenir hégémonique, c'est pas comme l'ont fait certains en appelant à faire des efforts pour sauver, c'est pour d'offrir plusieurs autres alternatives. Je ne sais pas, un jour, vous pouvez très bien dire, tiens, aujourd'hui, la France est un peu dans la difficulté. Le fait d'aller à l'étranger, ça veut dire que vous allez dépenser votre argent ailleurs. Donc, pour encourager l'économie française, faites du tourisme en France. Ne partez plus. Je ne sais pas, vous avez la montagne, vous avez l'océan, vous avez la mer, vous avez tout. Donc, vous avez Paris, vous avez je ne sais pas quoi. Seulement, ça ne marche pas. Beaucoup de gens connaissent déjà le territoire français. Ils n'offrent pas assez
d'intérêt. Il n'offre pas tellement d'intérêt. C'est pas exotique. Je sais pas. Bon, les Alpes, on y a été. Les Pyrénées aussi. On a fait la Méditerranée, on a fait l'Atlantique, on a fait la Bretagne, on a fait l'Alsace. Ah, ça y est, on les a fait. Alors maintenant, il nous faut, bien sûr qu'il faut. La terre est pour tout le monde. Et je ne sais pas, si vous allez au Brésil, vous allez sûrement connaître des émotions que vous ne pourriez jamais connaître en France. Il y a autre chose. Si vous allez, je ne sais pas, dans un pays d'Amérique du Sud, ça va être encore un autre, un pays hispanophone par exemple, où vous allez, je ne sais pas, il faut... Et c'est ça l'alternative. C'est comme si on disait, oui, il n'y a que deux pays. Soit vous allez en Angleterre, soit vous allez en France. Non, l'anglais n'est pas, le français n'est pas la seule alternative. Il faut, et surtout quand on est locuteur d'arabe, il faut promouvoir l'arabe. Parce que déjà l'arabe, il faut qu'il puisse être parlé et continue d'être, et il faut qu'il puisse être utilisé dans les pays dits arabes eux-mêmes. L'arabe est en difficulté, par rapport, est en recul par rapport à l'avancée des langues. Enfin, c'est un rapport un peu particulier. C'est-à-dire que l'arabe, il rayonne un peu sur les langues locales, mais en même temps, il n'est pas spécialement... l'arabe est une langue difficile comme peut-être langue, mais il permet peut-être, on pourrait dire qu'est-ce qu'il apporte de plus. On pourrait poser la question. Certains pourraient faire des analyses, des recherches pour voir si l'arabe ne permettait pas, je ne sais pas, d'améliorer la mémoire ou de, je ne sais pas, quand vous apprenez plusieurs langues, c'est comme si vous devez un peu apprendre à faire face à plusieurs situations. Vous développez un automatisme pour une situation particulière, pour une situation A. Vous avez la situation A qui va être B, qui va être différente de la situation A. Donc vous devez avoir un autre type d'automatisme, etc., etc. Peut-être que la langue anglaise, et puis qu'il y a quand même beaucoup de proximité entre la langue anglaise et française, donc l'automatisme, il est là, mais il n'est pas si... peut-être, mais voilà, donc au moins 3 ou 4 langues, évidemment avec des degrés de maîtrise divers, mais au moins, je ne sais pas, un peu comme la musicalité de la langue. Si il n'y a pas qu'une musique, il n'y a pas qu'une mélodie, il y a tout un tas, et vous devez un peu habituer votre oreille à toutes les mélodies possibles. Ça apporte un plus. Et la France ne va rien perdre dans cette affaire-là. Ben, c'est vrai qu'elle va procurer du travail à certaines personnes, mais c'est tout. Il n'y a rien à perdre. Ni de l'identité, ni de l'appartenance, ni de l'histoire, ni rien. L'arabe fait partie de cette histoire-là. Et la France est concernée, bon, en tout cas son versant méditerranéen, même son histoire. Elle a une histoire avec la langue arabe. Ben, elle n'a pas une aussi grande histoire avec la langue cambodgienne ou la langue vietnamienne ou la langue, j'allais dire, indienne de par les comptoirs, etc. Mais là, une langue, et quand on sait la présence un peu de l'arabe, comment ça se fait que l'arabe, au moins au niveau d'un certain nombre, je ne sais pas, de l'écriture, de la calligraphie, le fait qu'il continue d'être... L'arabe est une langue qui interroge. Et après, la France pourrait l'enrichir aussi. Cette langue qui peine un peu, quelquefois, à suivre un mouvement. Mais elle n'est pas non plus dans l'aisance la plus totale. Et voilà, donc je ne sais pas où c'est mes mots, ils me conduisent là où peut-être je n'avais pas envie d'aller. C'était
on est, on est, on est emporté par... surtout là, je parle et j'ai les bouchons dans les oreilles, donc j'entends pas trop les échos de mes mots. Donc je me laisse un peu amener. Et c'est une sorte de digression, un peu. Ce n'est pas totalement dans la transposition de ce qui me passait comme image, c'est plus dans les questions un peu qui continuent d'être là. Et évidemment, quand on est privé de la parole, on essaie de continuer, de parler quand même. La personne à laquelle j'ai pensé tout à l'heure, qui avait à un moment donné écrit un livre qui s'appelait Dictionnaire amoureux, un livre de commande commencé, dictionnaire amoureux de l'islam et des choses comme ça. Elle est morte très tôt. Il y a beaucoup de gens qui, comme ça, disparaissent. Moi aussi, je sais que je vais disparaître, donc peut-être très, très rapidement. Donc je lègue quelque chose. Même évidemment pas du tout fini, pas du tout bien amené, un peu n'importe comment, un peu un fourre-tout, mais au moins je parle. On m'oblige à me taire. Le on, c'est pas un état, c'est pas un régime, c'est pas une censure, c'est des circonstances. Voilà, un peu circonstances, un peu le résultat de mes choix individuels. Un peu la couleur de l'instant, un peu une fragmentation de la société en unités disparates. Voilà. Voilà la chose qui réunit un peu tous les gens qui vivent en France. C'est cela, la chose à laquelle j'arrive, avec laquelle je pourrais conclure, c'est cette dispersion, cette atomisation. Au moins, quand on atomise les choses, je ne sais pas comment on fait dans les centrales nucléaires, au moins on perd de l'énergie, on gagne, on produit de l'énergie. Là, dans ce mouvement d'atomisation, ce mouvement de nucléarisation, ce mouvement je ne vois pas l'intérêt. C'est vrai que les gens peuvent très bien un peu gagner en autonomie, bien entendu, en autonomie, j'allais dire intellectuelle, en autonomie situationnelle, mais qu'est-ce qu'on fait de son autonomie? Voilà. Je ne sais pas, par exemple, vous êtes un pays, vous n'avez pas les moyens de vivre par vos propres ressources, vous devenez autonome, mais finalement, vous devez quand même demander de l'aide à tout le monde. Et vous utilisez, vous continuez de défendre vos traditions, votre langue. Ça vous sert à quoi? Ça ne vous nourrit pas, votre langue. Donc, il faut, à un moment donné, que vous laissiez venir les autres. Et à ce moment-là, vous allez être contaminé par l'extérieur. L'extérieur va venir parce que vous n'avez pas le moyen de votre autonomie. À un moment, en tant qu'individu, vous pouvez très bien vous autonomiser, vous ne pouvez pas faire cela longtemps. Vous avez besoin de l'autre. L'autre arrive jusqu'à vous, que vous le vouliez ou pas. Il vaut mieux plutôt maîtriser cela, il vaut mieux se réunir. On revient peut-être à l'idée de petites communautés, évidemment qui s'inscrivent dans des rapports les unes avec les autres, pas des communautés isolées, mais des communautés. Aujourd'hui, si on voit les communautés, c'est des communautés qui se retrouvent autour de valeurs un peu, non pas négatives, mais valeurs un peu pas très, très ouvertes. C'est les voisins vigilants, je ne vois pas trop l'intérêt. Voilà, les voisins vigilants. C'est une communauté un peu... une communauté par ses aspects les moins intéressants. Alors que... je ne sais pas comment dire. Il y a ce besoin, j'allais dire, fondamental qu'a l'être humain d'être à côté d'un autre être humain, mais en même temps de s'en démarquer
par quelque chose de totalement un peu ridicule. Il suffit de mettre un mur de quelques millimètres, quelques centimètres, et ça suffit. Moi, je veux ma boîte, à moi. Je veux ma boîte. Et toi, tu veux ta boîte à côté. Certains l'ont appelé cercueil, mais je veux. Mais pourquoi faire? Quel est l'intérêt de toujours? On pourrait très bien, à un moment donné, on pourrait dire, dans un moment particulier de ma vie, je veux m'isoler. Mais à un autre moment, comme quelqu'un qui veut faire une activité un peu particulière, il peut s'isoler, mais il peut revenir vers le commun. Seulement, quand on s'isole et qu'on le fait pour des raisons qui nous apparaissent légitimes, à un moment donné, quand on veut en sortir, on ne peut plus aller vers la communauté, en sortir, etc., etc. Mais c'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. Comme cette idée un peu qui m'avait traversé, c'était de pouvoir offrir des pavillons à tous les enfants d'un certain âge, parce que ça leur permettait de pouvoir découvrir un peu la vie. Mais après, passer, je ne sais pas, 10 ans par exemple, on revient vers l'appartement et on laisse sa place à quelqu'un d'autre. C'est pas si évident que cela, parce que peut-être même l'enfant de 11 ans, il a encore envie d'utiliser cet espace. Mais en tout cas, ça correspondait beaucoup à ce que j'ai observé, mais peut-être un besoin personnel, j'en sais rien dans cette affaire-là. Donc finalement, dans cette communauté, cette vision communautaire, il y a toujours un problème. Comment évidemment d'autres l'ont expérimenté dans les années 70, c'est les bienheureux d'un temps révolu. Évidemment que je ne peux que les envier dans cette affaire-là, ils ont vécu des choses, et certains continuent de les vivre en France même continuent de bénéficier de cet élan premier, de ce changement survenu à une époque assez lointaine. Je ne sais pas qu'est-ce qui a participé à la naissance de cette orientation-là. Et en tout cas, aujourd'hui, c'est totalement tout ce qu'il y a de plus. Vous avez des gens qui se retrouvent quelque part. A priori, ils viennent intéressés par une proposition. Ben, ces gens-là, ils ont d'abord, il y a toujours le même type de dispositif. Une table et puis des chaises qui lui font face. Une assemblée qui fait face à des gens qui ont quelque chose à dire, qui ont une légitimité, qui ont une position pour pouvoir s'adresser à d'autres gens, pour être les seuls à pouvoir disposer légitimement de la parole. Et après, les gens peuvent, une fois qu'ils ont dit ce qu'ils avaient à dire, la salle, comme on l'appelle, peut les interroger, mais la salle, dans cet exercice-là, elle est réduite à rien. Elle est réduite à une sorte de, un faire-valoir. Je prends toutes les questions, posez des questions, je répondrai à toutes les questions après, ou cette question-là, elle est trop longue, ou c'est bon, vous avez assez parlé. Bon, dans cet exercice, un peu de violence. C'est une violence. Et pourtant, ces gens-là, normalement, ils devraient être bien traités parce que c'est grâce à eux qu'il y a eu l'assemblée, que la personne invitée a pu dire, a pu exercer son magistère. S'ils n'étaient pas là, il n'y aurait rien eu. La personne serait retournée chez elle. Alors que là, donc il faut accorder l'importance de l'importance à cette assemblée. Il faut vraiment bien respecter et bien estimer ceux parmi ses membres qui prennent la parole. Et donc le problème, on a toujours ça, et évidemment à un moment donné on se demande pourquoi, à quoi ça sert. Des gens convaincus qui viennent écouter quelqu'un qui va un peu dans le sens de ce qu'ils disent eux-mêmes. Et peut-être il n'y a jamais de renversement. On ne pourrait pas dire tiens, je renverse tout le dispositif qui était prévu. Moi,
Je veux écouter. C'est vrai, j'ai un livre, ben vous l'avez déjà lu. J'ai quelque chose à dire, vous me connaissez déjà. Ben je vous laisse parler. Moi, je dis rien, je renverse tout. C'est la salle qui va parler. Et non, ça ne marche pas. Donc le problème est toujours dans cette situation. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà. Donc en fait, les gens, ils sont là. Donc ce que j'ai développé, c'était un ajout. Mais les gens sont là. Mais finalement, il ne se produit rien. Comme quand on parle de foot, on parle première, deuxième, et il y a la troisième mi-temps. La troisième mi-temps, je ne sais pas ce qui se passe dans les vestiaires, mais ça peut être aussi ce qui se passe entre les spectateurs, ce qui se passe après. Le problème, vous venez, voilà, la première, c'est la personne qui parle, le public, la salle qui parle après, et après vous avez rien. La troisième mi-temps, elle n'existe pas. C'est-à-dire que les gens qui étaient là, ils pourraient très bien s'interroger, s'interpeller et se demander pourquoi, si les gens ne se connaissent pas, ils pourraient dire légitimement, s'adresser les uns aux autres, tu en as pensé quoi, pourquoi tu es venu, en quoi tu es intéressé par la question. Je t'ai jamais vu, c'est la première fois que je te vois, tu as trouvé le propos, tu l'as trouvé comment, etc. Et c'est la naissance. Or, ces gens-là, ce qui les intéresse, c'est peut-être de parler à des gens qui connaissent déjà, mais ils n'ont aucun intérêt, en tout cas c'est ce qu'ils semblent donner à percevoir, aucun intérêt à communiquer les uns avec les autres. C'est une fois que c'est terminé, d'ailleurs la dernière fois où j'ai assisté à ce type de choses, dès que ça a été fini, il y a eu un ramassage des chaises, comme si on chassait les gens, on les expulsait. On n'a pas attendu 10 minutes, on n'a pas attendu un quart d'heure, c'est immédiat. Je vous remercie pour votre venue et voilà, on ramasse les chaises. Il y a des gens comme ça qui étaient pressés de le faire. Et il y a des endroits où les chaises restent à leur place, donc on pourrait dire que ce n'est pas ça qui joue principalement. Mais en tout cas, il n'y a rien, il n'y a aucune curiosité, il n'y a pas la naissance de quelque chose, il n'y a pas la naissance d'une communauté. Bien entendu, on pourrait dire à quoi ça sert qu'il y ait communauté de quelques dizaines de personnes là, une autre communauté là, on va former des communautés à l'infini. Non, ces gens-là, peut-être, c'est une petite communauté, mais ils peuvent à un moment donné, en commençant à travailler ensemble, éprouver à un moment donné le besoin de s'intégrer à une autre communauté. Et de par là, on pourrait avoir la naissance d'une sorte d'agrégation de communautés, la naissance de ce qu'on peut appeler confédération, etc., etc., association de communautés, peu importe. Ça existe même sur le plan administratif, la communauté des communes. Voilà le problème qu'il y a. C'est évidemment, pour conclure, on peut dire qu'à un moment donné, les gouvernants, les administrants, à un moment donné, ils sont quelque part satisfaits de voir cette incapacité du corps social et du corps politique ou du corps tout court, à un moment, je ne sais pas comment l'appeler, à s'organiser, à comment appeler ça, à cette répulsion à l'organisation collective. À côté de chez moi, il n'y a pas longtemps, ou il y a un an, je ne sais plus, en tout cas, il y a eu l'organisation d'une fête d'un courant politique anticapitaliste. Et il y a eu une figure nationalement importante de ce mouvement qui était présente. Moi, c'était à quelques mètres de chez moi et je ne suis pas allé. Par exemple, on arrive dans ce lieu, soit on est considéré comme déjà convaincu et militant dans l'affaire,
Soit on est considéré comme un sympathisant, un probable, un potentiel militant, soit on est considéré comme un neutre ou une sorte de, je sais pas, quelqu'un de suspect ou d'indécis. Toi tu viens, pourquoi tu viens pourquoi tu viens à notre réunion? Si tu viens, tu dois, bien sûr qu'il faut donner un peu d'argent. Participation libre et nécessaire. Mais, d'accord, mais après, mais on n'a pas légitimement à demander à la personne d'être déjà convaincue pour y venir parce que j'ai envie d'avoir une confrontation. C'est vrai que pour me dire, ah, c'est pas le lieu. Ici, nous nous rencontrons un peu pour fêter quelque chose. Nous n'avons pas prévu de débattre ou nous sommes ici un peu pour nous réjouir. La politique, c'est pas la réjouissance, c'est pas les festivités. La politique, c'est le combat, et le combat permanent. Quelqu'un qui vient pour débattre, pour un peu pour la confrontation, ben, on peut dire il a déjà. Ce n'est pas un allié peut-être, mais ce n'est pas un ennemi fondamentalement parce qu'il est venu discuter avec nous. Et a priori, c'est quelqu'un qui est prêt à devenir un allié ou plus même, parce qu'il attend d'être convaincu. Il est en possibilité, surtout si numériquement il est il est seul, si numériquement il est défavorisé. Quelqu'un qui vient seul faire face à je ne sais pas combien de gens, c'est que finalement il est en situation défavorable. Voilà la chose. Donc toujours, et ça va continuer ainsi. Ainsi il peut y avoir, comme dans un pays auquel je pense, il y a je ne sais pas combien d'associations de défense des droits de l'homme. Alors ces droits de l'homme, droits humains, etc., et ils ont beau changer un peu l'appellation, ça reste un champ, un peu comme chaque courant politique qui a créé. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de partis politiques. Chaque parti va créer sa centrale syndicale et on aura comme ça une dizaine, une vingtaine, une trentaine de centrales syndicales. Alors évidemment, chacun peut avoir un sigle, peut avoir tout un tas d'organigrammes, etc. Mais finalement, sur le plan pratique, il ne pèse rien. Et plus il se morcelle comme ça, moins il pèse. Et puis on peut avoir comme ça des associations à l'infini. Tout le monde défend les droits de l'homme, mais alors ça peut être à un moment donné, ce n'est pas des associations de défense des droits du citoyen. Alors parce que les droits de l'homme, c'est déjà pris. Mais pourquoi une nouvelle structure? Voilà comment on peut voir le champ un peu, le champ, j'allais dire, militant en France. C'est plusieurs gens qui sont un peu dans... quelquefois, il y a une transversalité, mais quelquefois une spécialisation. Moi, je suis les amis du monde diplomatique. Bon, je peux être membre de l'association Amérique latine, mais pas plus. D'ailleurs, je vais quelque part où ma parole est confirmée et où mon orientation idéologique est validée. Je vais pas, je cherche pas le débat. Je cherche je cherche le confort, à entendre ce qui me plaît, ce qui va dans le sens de mes idées et de mes attendus et de mes, j'allais dire, et de mes préjugés. Parce que là aussi, ça devient des préjugés. Je ne vois... Voilà un peu comment la parole, évidemment, quelqu'un, il y met un peu, beaucoup de ce qu'elle a. Il faut entendre cette parole dans tout ce qu'elle permet d'entrevoir. Parce que elle n'est pas, dire, elle est hétérogène, bien sûr qu'elle semble être hétérogène, mais elle est
malgré tout, elle permet de pouvoir un peu percevoir quelque chose. Il y a une ligne directrice, il y a la volonté de dépasser un moment une situation, même s'il n'y a pas là une réflexion, puisqu'il ne faut pas se tromper. Quand je parle, le champ de la réflexion est quelque part est fermé. Mais le champ linguistique, il a ses propres codes, il a sa propre façon de faire, de procéder. Et donc, si j'étais en train de réfléchir, je ne parlerais pas. Quand on réfléchit, on ne parle pas. Et quand on parle, on fait autre chose. C'est pas qu'on ne réfléchit pas, mais je ne sais pas comment on appelle cette opération. Donc finalement, ce qui semble être se présenter en désordre, une sorte de... c'est un désordre apparent, mais ça peut aussi faire penser ou faire deviner quelque chose, c'est-à-dire dépasser une situation par de nouvelles propositions, par de nouvelles approches. Une situation peut, à un moment, l'idée qu'on s'en en fait peut sembler satisfaisante et opportune, mais il peut y avoir un potentiel de complications, un potentiel, j'allais dire, de diffraction, je ne sais pas si c'est le bon mot. Il peut y avoir un potentiel de déstructuration, ce qui est se présente de façon structurée, de façon peut se fragmenter. Donc, il faut savoir si il y a quelque chose qu'on peut compter à l'actif de gens qui ont vécu, beaucoup vécu, c'est cela. C'est d'affirmer la volonté de ne pas se satisfaire de ses propres idées, de ses propres jugements, de ses propres propositions, de dire que je peux être dans l'erreur. Je veux bien parler différemment, je sais que je ne peux plus le faire. Je suis pris dans des automatismes et je suis victime de mon histoire. Mais je continue d'affirmer la nécessité de se renouveler, quitte quelque part à se renier parce que il faut intégrer autre chose qu'on n'avait pas prévu ou autre chose qu'on n'avait pas aperçu. Il y a toujours dans le réel des éléments qui peut-être pendant un moment vont rester inactifs ou vont rester dans une sorte de position mineure, et puis ou qui se réactivent et qui deviennent majeurs. Les éléments de conflit, éléments de disruption, je ne sais pas là encore le terme. En tout cas, dire sa volonté de vouloir un peu emprunter d'autres chemins, et que ce soit au niveau des idées les plus ça veut dire les idées qu'on a validées il y a longtemps, ou les idées qu'on est en train de valider actuellement, ou les idées qu'on pourrait un peu avancer dans les temps à venir. C'est le chemin ou la route des idées ne peut pas s'arrêter. Les idées, c'est fait pour accompagner le mouvement de la vie et pour pouvoir un peu s'adapter. C'est vrai que l'idée peut venir un peu pour essayer d'expliquer quelque chose qui a eu lieu. Mais l'idée a aussi pour volonté, mais aussi le vœu un peu de transformer la réalité, un peu de marquer
la réalité. Quelquefois, ça donnait naissance à des situations totalement tragiques. Nous le savons tous. Il faut peut-être essayer d'accompagner le réel peut-être avec beaucoup moins d'idées préconçues, avec beaucoup moins de, j'allais dire, moins d'idéologie, je ne sais pas. Nous pouvons maîtriser un réel, mais le réel, il a pour essence, pour détermination de se transformer, d'échapper. C'est on a beau l'encager, à un moment donné, il va retrouver sa liberté. Parce que j'en sais rien. Le réel a le temps pour lui. Le réel, et c'est cette faculté qui le fait, qui lui donne un aspect un peu sa souveraineté, un peu sa comment dire, son côté un peu au-dessus de tout. Le réel est un peu la force, au-delà de toutes les forces, un peu le réel, un peu Dieu quelque part, puisqu'il n'y a rien, on suppose qu'il n'y a rien au-dessus de Dieu, et c'est un peu le point d'émergence des choses et le point de la terminaison des choses. Ça. Et puis Dieu, là aussi, évidemment, Dieu a formé ou a mis en place un réel et il affirme qu'il en a changé à plusieurs reprises. Évidemment, le réel d'un moment, même s'il semble nous satisfaire, peut, évidemment, peut-être sous l'impulsion d'une intervention, etc., on est dans une situation qui, si elle ne bascule pas de façon brusque, peut commencer à basculer, mais à un rythme presque qu'on ne peut pas percevoir. Mais ça bascule quand même. Un peu, c'est les forces de convection, les forces de ces choses qui se produisent quelquefois en accéléré, quelquefois avec une grande lenteur, mais une lenteur qui agit après des milliers ou peut-être plus d'années, qui va changer un peu un paysage, qui va bouleverser conformation ou une autre. Voilà, donc j'arrête là.